parce qu'on verra qu'il y a deux individus dans le cycle du polypode. C'est l'individu qui est le plus visible, celui qu'on connaît bien, c'est ce que ça ressemble vraiment à une fougère. Et donc, on a une tige souterraine qui s'appelle le rhizome, des racines et des feuilles qui sont en forme de fronde, avec des pinules et des rachis. Ça, c'est l'individu. On verra d'ailleurs que c'est l'individu diploïde. Sous les feuilles de cet individu, quand on regarde, on voit des petits amas. Je suis passé à la diapositive 87. On voit des petits amas en fait de petites boules oranges, et chaque petit amas, ça s'appelle un sore. Et en fait, chaque sore est une accumulation en réalité de sporanges, des sacs à la paroi cellulaire qui contiennent en fait des spores. La diapositive suivante, qui est la diapositive 88, on voit en fait une coupe, une coupe dans une pinule, donc un des éléments là des feuilles en fronde des fougères, et on voit en fait l'organisation d'un sore, avec notamment, on voit des sacs là avec des petits grains violacés, qui sont en fin de compte les spores. Donc du coup, ces petits sacs, ce sont les sporanges. Certains sont ouverts, car ils sont matures, ils sont déhiscents, et d'autres sont immatures et donc sont encore fermés. La diapositive suivante, 89, c'est justement la formation de ces sporanges. En fait, au départ, il y a une cellule qui va se multiplier par mitose et qui va donner un sac. Et à l'intérieur de ce sac vont se différencier des cellules un peu particulières qu'on appelle des cellules mères des méiospores. Ces cellules mères des méiospores, il y en a en tout 16, le chiffre n'est pas à retenir, mais chacune va subir une méiose et donc donner 4 spores. Donc 16 fois 4, ça fait en tout 64 méiospores par sporange. Donc, la diapositive 90, on voit justement ces sporanges. Ce sont des espèces de petits sacs avec un petit pied qu'on appelle pédicelle. On voit bien que ces sacs, ils sont formés de cellules. Donc, c'est bien des sporanges et non pas des sporocystes. Si c'était simplement de la mecque qui formerait du coup la paroi du sac. Ça, ce serait le cas des algues, mais c'est pas notre programme. Et on voit aussi qu'il y a des cellules un peu particulières qui apparaissent plus en marron sur cette diapositive 90. C'est des cellules qui ont des parois épaissies en U, et quand elles vont se dessécher, ces parois, elles vont créer des tensions et déchirer le sporange. C'est ce qu'on appelle du coup l'anomécanique, un peu l'équivalent de l'assise mécanique qu'il y avait dans les anthères. Si je passe à la diapositive 91, là, j'ai un zoom en fait à l'intérieur du sporange et j'y vois notamment les méiospores, les spores qui sont haploïdes puisqu'on est après du coup la méiose. Et on voit aussi le début de l'anomécanique avec les cellules à paroi épaissie en fer de cheval ou en U. La diapositive 92, elle est très intéressante parce que là, elle montre justement ce qu'on n'a pas conscience en fait en regardant une fougère. Une fougère, en réalité, c'est aussi un autre individu qui succède justement à ce pied feuillé qu'on a vu lors de la première diapositive. C'est ce qu'on appelle le protale. Donc, si vous regardez l'échelle, il est beaucoup moins visible, en fait beaucoup plus discret, il fait quelques millimètres d'épaisseur, et c'est une petite lame chlorophyllienne en forme de cœur qui repose comme ça sur la mousse. La diapositive 93, on retrouve une diapositive qu'on avait vue en fait, dont j'avais parlé hier, avec notamment à la surface inférieure en fait de ce protale, on a des petits amas, des petits points noirs. Les points qui sont un peu plus gros, ça représente en fait des gamétanges. Donc, le mot est formé un peu comme sporange. Ce sont aussi des sacs dont la paroi est cellulaire et qui contiennent en fait un gamète femelle, autrement dit une oosphère puisqu'on est chez les végétaux. Les petits points noirs, eux, sont des anthéridies. Donc là, ce ne sont pas les archégones, donc les gamétanges femelles, mais ce sont du coup des anthéridies, les gamétanges mâles. Ils contiennent les gamètes mâles qui s'appellent des entérozoïdes. Il y en a 32 par anthéridie. Et ils sont situés plus en périphérie alors que les archégones sont plus au centre. On voit d'ailleurs aussi des petites racines qu'on appelle des rhizoïdes. On est bien chez une espèce à mode de vie fixé. On avait vu, du coup je ne reviens pas dessus, mais on va avoir la libération des entérozoïdes qui vont nager dans un film d'eau et qui vont aller rejoindre du coup les zoosphères pour donner lieu à la fécondation. À la fécondation, à ce moment-là, on rétablit la diploïdie, donc on a un zygote, on commence un nouveau cycle et du coup, va se former un nouveau pied feuillé. Et sur la diapositive 94, on voit un petit pied feuillé qui est en train d'émerger de son protale parental. Alors,
Diapositive 95, c'est celle qu'il faut connaître, c'est celle où j'ai fait un schéma de simplification du cycle de développement du polypode. Et donc, si on veut commencer en fin de compte ce cycle, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis sur ma diapositive, mais vous pouvez mettre que le T0, c'est le zygote. Hein. C'est au niveau du zygote qu'on commence le cycle. Et on voit que ce zygote, il est protégé en fin de compte dans le protal. Hein. Le protal, il apparaît en violet sur ma diapositive puisque c'est une haplophase, hein, c'est formé de cellules qui sont haploïdes, hein, on est après la méiose, alors que si on a un zygote, il y a eu la fécondation et donc on a rétabli la diploïdie. Donc mon zygote, je l'ai mis en rose puisque du coup, je suis passé dans la diplophase. Ce zygote, il va faire des mitoses, des cycles cellulaires avec des mitoses, il va avoir ce qu'on appelle un développement végétatif et il va former un petit pied feuillet, un jeune pied feuillet, qui sera tout d'abord parasite du protal, c'est-à-dire qu'il va développer un petit organe qui s'appelle le suçoir et qui va lui piquer finalement les produits de sa photosynthèse pour se nourrir. Ensuite, le jeune pied feuillet va pousser, va devenir indépendant, il va devenir d'ailleurs beaucoup plus grand en fait que le protal. Le protal, lui, va mourir, hein, et il va s'enraciner au sol par un rhizome, par des racines et développer des feuilles. À l'arrière des feuilles, on va trouver des sores, autrement dit des accumulations de sporanges. Ces sporanges, d'abord, sont immatures et contiennent des cellules mères des méiospores. Et ces méiospores, ces cellules mères des méiospores subissent la méiose et donnent des méiospores. Donc, si j'ai affaire à la méiose, là, à ce moment-là, je réduis le nombre de chromosomes. Donc, du coup, de cellules qui sont diploïdes, avec des paires de chromosomes, je passe à des cellules qui sont haploïdes, les méiospores, et qui ont du coup un seul lot de chromosomes. Donc, du coup, mes méiospores, ça se voit pas très bien sur mon schéma, mais je les ai mis en violet. Par contre, la paroi du sporange, ce sont des cellules qui appartiennent à la diplophase, hein, et n'ont pas subi la méiose. Ce sont des cellules du pied feuillet, donc des cellules qui sont diploïdes. Les méiospores sont libérés par la déhiscence du sporange, hein, l'anneau mécanique se dessèche et les parois qui sont en U tirent, créent des tensions, hein, et les méiospores sont réparties dans la nature et du coup elles vont germer, autrement dit elles vont faire des mitoses. Donc là on reprend un développement végétatif, des cycles cellulaires avec des mitoses et on génère du coup des protales. Autrement dit, ces espèces de petites lames qu'on a vues tout à l'heure, de lames chlorophylliennes. Et dans ces protales, on va avoir justement la formation de petits organes sexuels, hein, les gamétanges mâles anthéridies et les gamétanges femelles archégones, au sein desquels apparaîtra du coup les gamètes mâles antérozoïdes et gamètes femelles oosphères. Puis, on a dit que les antérozoïdes vont nager dans le film d'eau vers l'oosphère. Des gamètes mâles qui nagent vers une oosphère, c'est ce qu'on appelle une oogamie. Et donc, on donne lieu à la fécondation. Et donc, on recommence là un nouveau cycle de développement. Je m'arrête 2 secondes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cycle de développement du polypode? Pas de questions. Je continue. Alors maintenant, on va parler du cycle de développement du fraisier, qui est du coup une angiosperme. Pareil, si je veux commencer l'histoire, normalement, il faudrait que je commence en fait au niveau de mon zygote, hein, et notamment du zygote principal. Donc là, sur le cycle, on devrait mettre T0. Hein. Donc, je suis à la diapositive 96. Bon, pour raconter l'histoire, je vais plutôt partir en fait du pied feuillet, hein, du pied feuillet qui, à un moment donné, fleurit. Hein. Ça veut dire que lors de la floraison, on a la formation du coup de fleurs avec notamment des carpelles, des étamines. Après, il y a des sépales, des pétales et des sépales que je n'ai pas légendés, hein, puisqu'ils n'interviennent pas véritablement là dans mon histoire. Et dans les carpelles et les étamines, dans mon carpelle notamment, j'ai des ovules avec un tissu qui est au cœur de l'ovule qui s'appelle le nucelle et qui va représenter le macrosporange ou sporange femelle. À l'intérieur de ce macrosporange, on a une seule cellule mère de la macrospore. Hein, on a une seule cellule mère qui va subir la méiose. Donc, on était à des cellules qui étaient diploïdes, à la cellule mère, et qui va donner du coup une seule macrospore, puisque hier, on a vu que 3 des 4 macrospores dégénéraient. Il n'en restait plus qu'une seule. Hein. Dans les anthères, au niveau des sacs polliniques, qui sont du coup les microsporanges,
eh ben, on a des cellules mères des microspores qui, elles aussi, subissent la méiose et vont donner des microspores, d'ailleurs, qui vont rester attachés les unes aux autres. Ça va donner ce qu'on appelle des tétrades de microspores au départ. Donc là, on est d'accord que la paroi, finalement, de l'antère, autrement dit, ce qu'on appelle le sac pollinique, est formé de cellules. Donc, c'est bien un sporange qui forme des spores, un sporange. Mais là, ça forme des microspores. Hein, donc, on appelle ça un microsporange. Hein, et ces microspores sont finalement des spores qui sont sexués, des spores finalement mâles. L'ovule, au contraire, contient, lui, un nucelle qui contient une cellule mère de macrospores. Hein. Donc, on a bien, en fait, c'est comme si on avait un sac qui va, enfin, on a une cellule mère qui va donner, du coup, une macrospore qui sera emprisonnée dans un sac cellulaire. Donc, une spore dans un sac cellulaire, c'est du coup un sporange, et là, on va qualifier de macrosporange. On pourrait dire aussi de sporange femelle, puisque cette macrospore, c'est une spore, finalement, femelle. Ces microspores et ces macrospores, elles vont ensuite, donc là on est passé du coup dans l'haplophase, je les ai mis en violet puisqu'on est après la méiose, donc du coup on est passé de cellules diploïdes à des cellules haploïdes, on a réduit le nombre de chromosomes. Les macrospores et les microspores vont subir un léger développement végétatif, il va y avoir quelques mitoses. Alors 3 mitoses dans le cas de la macrospore, ça va donner du coup un individu à 8 noyaux, mais simplement à 7 cellules, puisqu'il y a une mitose qui ne débouche pas sur une cytodiérèse. On obtient notre sac embryonnaire avec les 3 antipodes, la cellule centrale qui a 2 noyaux, les 2 synergites qui encadrent l'oosphère qui est le gamète femelle. Il faut bien avoir conscience que ce sac embryonnaire, du coup, cet ensemble de 7 cellules, représente un individu, comme le pied feuillet. Et c'est un individu qui va former les gamètes, puisque on voit bien qu'à l'intérieur, il y a une oosphère. Donc, on va appeler ça un gamétophyte. Donc, c'est un petit individu, finalement, haploïde, un peu, l'équivalent, finalement, du protal. Sauf que lui, il a qu'un seul sexe. Hein, ce sac embryonnaire, il est femelle. Chez les microspores, on va avoir un développement végétatif encore plus limité, puisqu'on va avoir simplement voire deux mitoses. Là, on a représenté sur mon schéma, j'ai représenté qu'une seule mitose et du coup, la microspore, elle se scinde en 2 cellules. Une cellule végétative qui va inclure une autre cellule, la cellule générative. On a un grain de pollen binucléé et il représente lui aussi un individu haploïde, donc l'équivalent finalement du sac embryonnaire, mais c'est un individu, là, cette fois-ci mâle, hein, donc c'est un individu haploïde mâle. C'est aussi l'équivalent, finalement, du protal chez le polypode. Hein. Mais alors là, on a 2 individus qui sont très, très, très réduits. L'antère va s'ouvrir, hein, les sacs polliniques vont être déhiscents et vont libérer les grains de pollen qui vont être amenés jusqu'au stigmate. C'est la pollinisation. Hein, elle peut se faire par le vent ou alors par les insectes, hein, entomophiles ou anémophiles. Le grain de pollen, quand il est sur le stigmate, s'il est compatible, il va germer. Hein, il va développer du coup un tube pollinique et ce tube pollinique va embarquer avec lui plutôt, le noyau de la cellule végétative ainsi que la cellule générative. Lors de ce trajet, la cellule générative va subir une mitose et va donner 2 cellules spermatiques. C'est ce que j'ai mis, hein, regardez, en bas dans le coin de mon schéma, on voit 2 cellules spermatiques qui sont les gamètes finalement mâles. Le transport par l'insecte et par le vent, c'était la pollinisation. Le transport, là, cette fois-ci, des gamètes par le tube pollinique, c'est la siphonogamie, puisque ce tube pollinique, ça représente comme un siphon, entre guillemets. Ce tube pollinique, il va amener les 2 gamètes, finalement, au niveau de l'ovule. Et un des gamètes va fusionner avec l'oosphère. On a une première fécondation et du coup, l'oosphère fécondée devient un zygote principal. Et la cellule centrale qui va fusionner avec la 2e cellule spermatique, le 2e gamète mâle, va donner un zygote accessoire. Donc là, on a finalement pas une simple fécondation comme chez le cas du polypode, mais une double fécondation. On a vu cette notion-là hier. Le zygote principal et le zygote accessoire vont rentrer dans un développement végétatif. Donc, il va y avoir de nombreux cycles avec des mitoses qui va donner, du coup, pour le zygote principal, un embryon. Hein. Donc là, j'ai représenté une petite forme avec ses 2 petits cotylédons et sa petite racine, on dit radicule. Et puis, ça va donner un tissu pour le zygote accessoire, un tissu de réserve qu'on appelle l'albumène.
Le tégument de l'ovule va donner le tégument de la graine. Hein. Donc l'ovule s'est transformé en graine et la paroi de l'ovaire, autrement dit la paroi du carpel, va donner ce qu'on appelle le péricarpe, qui est finalement la paroi du fruit. Donc là, chez mon fraisier, j'obtiens ce que je trouve chez mes fraises, des sortes de petits grains qui sont parfois un peu gênants quand je les mange, un petit grain dur. Et c'est ce qu'on appelle un akène. On verra ça dans le TP. Hein, c'est du coup le fruit finalement du fraisier. Et ce qu'on mange nous, c'est un ensemble de fruits du fraisier, donc ces espèces de petits points qui sont sur la fraise. Et c'est en fait le pédoncule. Hein, c'est l'axe floral qui est devenu charnu. C'est, excusez-moi, le pédoncule floral qui est devenu charnu. Donc, on verra en fait que c'est pas tout à fait un fruit, la fraise qu'on mange. Tout ça, on reverra ça en TP. Une fois que la graine a séché, elle va être disséminée, donc elle va être libérée du pied, hein, et elle va passer l'hiver. Et au printemps, elle va germer et elle va redonner un jeune pied feuillé qui va fleurir du coup au printemps. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cycle de développement du fraisier, excusez-moi? Non. Alors, je passe au cycle de développement du cerf et de la biche, qui est un animal. Donc là, cette fois-ci, je pars encore du T0 de mon cycle, c'est-à-dire de mon zygote, qui est rose, donc qui appartient à la diplophase, c'est une cellule diploïde. Et en fait, ce zygote, il va subir un développement végétatif. Hein. En fait, il a soit un chromosome X et soit avec un chromosome Y, soit deux chromosomes X. Dans la première possibilité, ça va donner du coup un embryon, puis un fœtus, puis un jeune, puis un cerf adulte. Et dans le deuxième cas, quand on a deux chromosomes X, ça va donner du coup un embryon, un fœtus, puis un jeune, puis qui deviendra du coup une biche. Le cerf et la biche sont deux animaux qui sont, des individus qui sont motiles. Hein. Ils ont un mode de vie libre et donc du coup, à un moment donné, il va y avoir la reproduction et il y aura du coup un accouplement, un rapprochement des partenaires qui va du coup rapprocher les gamètes. Le cerf du coup s'accouple avec la biche et va éjecter du coup ses spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme. Ce cerf et cette biche ont en fait des organes, les testicules et les ovaires, des gonades, qui ont dedans des spermatogonies et des ovogonies qui subissent la méiose. Et donc, ces ovogonies et spermatogonies qui sont diploïdes appartiennent à la diplophase. J'aurais pu d'ailleurs les mettre en rose, enfin les écrire en rose. Et en subissant la méiose, ils vont donner du coup des spermatozoïdes et des ovocytes qui sont, eux, haploïdes. Et c'est du coup l'haplophase. Mais dès aussitôt que les gamètes sont formés, la méiose ne forme pas des méiospores, mais bien des gamètes. Et ces gamètes participent à la fécondation. Donc, ça veut dire que l'haplophase se résume aux gamètes chez les animaux, alors que tout le reste est de la diplophase, ce sont des cellules diploïdes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cycle des animaux? Non. Alors, si je prends maintenant le cours. Alors, le cours, en fait, la première des notions sur ces cycles, c'est de bien avoir conscience qu'il y a bien une alternance de deux phases, même chez les animaux. Il y a une diplophase et une haplophase. Et que lors de ces cycles, il y a une succession de générations, parfois deux générations, parfois qu'une seule génération par cycle. Alors, les événements en fait qui sont marquants, je prends la diapositive 99, les événements qui sont marquants dans un cycle, on voit bien, ce sont deux événements, c'est la méiose et la fécondation. La méiose, elle permet de passer finalement de cellules diploïdes à des cellules haploïdes, donc elle va être la limite, hein, la limite entre du coup la diplophase et l'haplophase. La fécondation, au contraire, elle est la fusion de deux gamètes qui vont donner un zygote, donc deux gamètes qui sont haploïdes, qui donnent un zygote diploïde. Donc, la fécondation, elle permet de passer du coup de l'haplophase à la diplophase. Si je fais dans l'ordre, mon T0 de mon cycle, c'est le zygote. Donc, ça veut dire que c'est bien la diplophase d'abord, puis ensuite l'haplophase dans un cycle, et donc mes gamètes, puisque mes gamètes représentent la fin de mon cycle. Hein. On a dit ça au tout début.
Alors, chez mon diapositive 99 toujours, chez mon polypode, on voit bien qu'on a une diplophase et on a aussi une haplophase qui est assez conséquente, qui est représentée en fait par le protal. Chez diapositive 100, mon angiosperme, j'ai toujours une haplophase, mais elle est un peu plus réduite, hein. Le sac embryonnaire et le grain de pollen, sont des individus qui sont, enfin, ce sont des structures qui sont plus petites que le pied feuillé, hein, et qui sont aussi d'ailleurs plus discrètes, encore plus discrètes finalement que le protal, hein. Chez le cerf et la biche, donc diapositive 101, je vois que j'ai une haplophase, mais qui se réduit simplement en gamètes, puisque dès aussitôt que la méiose est réalisée, on fait la fécondation. Donc la méiose, elle donne directement des gamètes et non pas des méiospores. Donc ça veut dire que là, on a une toute petite haplophase, hein, qui se résume aux gamètes, et on a une immense diplophase. Donc toujours dans l'ordre, hein, c'est d'abord la diplophase qui est immense, puis une toute petite haplophase. Je regarde. Donc, si je résume, finalement, ma diplophase, si je prends chez mon polypode, ma diplophase, finalement, c'est mon pied feuillé, hein. C'est depuis, finalement, le zygote jusqu'au pied feuillé. Et puis, mon haplophase, elle est représentée par mon protal, qui s'est formé par mes méiospores. Donc, les méiospores appartiennent aussi, du coup, à l'haplophase. Pour l'angiosperme, finalement, ma diplophase, c'est le pied feuillé, hein, et qui va former du coup des méiospores qui, elles, appartiennent du coup à l'haplophase, et grains de pollen et sacs embryonnaires appartiennent à l'haplophase, hein, et vont permettre de former en fait le zygote qui, lui, appartient à la diplophase. Chez l'animal, en fait, le zygote appartient à la diplophase, l'organisme appartient à la diplophase, et il n'y a que les gamètes qui appartiennent à l'haplophase. Est-ce qu'il y a des questions sur justement repérer qu'est-ce que c'est qu'une haplophase, une diplophase, où est le début, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc alors du coup je continue. Alors on va parler maintenant de la sexualisation, hein. On est à la diapositive du coup 103. La sexualisation, qu'est-ce que c'est? En fait c'est l'apparition. Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Si ce que j'ai oublié c'était de parler de ces termes de monogénétique, de digénétique, etc., etc. En fait, si je prends mon polypode, ce que je vois, comme chez mon angiosperme, je vois que la méiose et la fécondation, en fait, sont vraiment séparées dans le temps, hein. C'est-à-dire que on n'a pas la fécondation tout de suite après la méiose, ou pas la méiose tout de suite après la fécondation. Donc, ça veut dire qu'il y a il y a une haplophase qui est vraiment présente, qui ne se limite pas à des gamètes comme chez l'animal. Et on a notamment des individus, chez le polypode, on a un individu haploïde, hein. Un individu, hein, là on est chez des organismes pluricellulaires. Donc, ça veut dire que pour être un individu, il faut avoir au moins 2 cellules. Donc, si je prends mon polypode, j'ai mon protal qui a effectivement plus de 2 cellules, qui est bien un individu haploïde. Et j'ai de l'autre côté mon pied feuillé, hein, la fougère qu'on appelle communément, hein, qui est aussi un individu puisqu'il est formé de plus de 2 cellules. Donc là, j'ai un cycle de vie qui est une alternance en fait de 2 individus, hein, le pied feuillé puis le protal. Et ça veut dire que j'ai un cycle qui est digénétique. Un digénétique, ça veut dire à 2 générations, hein, à 2 individus. Et il est haplodiplopphasique, haplo parce qu'il y a une haplophase et une diplophase. Par contre, chez mon polypode, on voit que mon pied feuillé est beaucoup plus développé en fin de compte, et a un développement végétatif beaucoup plus important que mon protal. Donc, il est bien ce cycle à diplophase dominante puisque le pied feuillé est diploïde. Chez mon angiosperme, c'est pareil, c'est le même principe. Il est aussi digénétique, haplodiplophasique à diplophase dominante. Mais cette fois-ci, l'haplophase est encore plus réduite, hein. Et en plus, cette haplophase, finalement, elle est représentée par 2 types d'individus, hein, puisqu'on a un sac embryonnaire et un grain de pollen, hein. Donc, dans l'ordre de ce cycle, on a d'abord le pied feuillé qui est l'organisme diploïde, puis après, on a une deuxième génération représentée par 2 types
d'organismes, des organismes mâles, les grains de pollen, et des organismes femelles, les sacs embryonnaires. Donc, on est bien dans un cycle digénétique à haplodiplophásique, à diplophase dominante, avec une haplophase qui est encore plus réduite. D'ailleurs, dans ce cas-là, on voit bien que grains de pollen et sacs embryonnaires sont très, très dépendants, en fait, du pied feuillet, hein, et particulièrement finalement le sac embryonnaire, puisque lui, il est même pas indépendant, il reste confiné, entièrement séquestré finalement dans le pied feuillet, alors que chez mon polypode, mon individu haploïde, hein, c'est-à-dire mon protal, lui, il est indépendant, hein, et même le jeune pied feuillet sera dépendant en fait de ce protal. Chez ma biche et mon cerf, là, cette fois-ci, effectivement, j'ai une haplophase, mais qui se limite à des gamètes. Donc, on ne peut pas dire que les gamètes, ce sont des individus, puisqu'il n'y a qu'une seule cellule. Donc, pour être un individu, il faut avoir au moins 2 cellules. Donc, les gamètes, qui représentent l'haplophase, ne sont pas des individus. Il n'y a pas de deuxième génération. Donc, le cycle se fait selon une seule génération, avec 2 types d'individus, des individus mâles, les cerfs, et des individus femelles, les biches. On a du coup affaire à un cycle de vie monogénétique, c'est-à-dire à une seule génération, qui est diplophasique, hein. Cette génération, elle est effectivement diploïde. Alors, je vais revenir. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur ces termes? Alors oui, dernière chose, chez l'animal, pourquoi on a ce cycle monogénétique? C'est tout simplement que dès aussitôt qu'on fait la méiose, on fait la fécondation tout de suite après. D'accord? Et du coup, ça veut dire que la méiose ne va pas former des méiospores qui donneraient un individu haploïde après par des mitoses, mais là, donne directement les gamètes qui ne sont pas des individus. On a le cas, on pourra le revoir à la fin de l'année sur la sordaria, qui est un champignon dont on avait déjà parlé. Là, c'est l'inverse, c'est que alors attendez que je ne dise pas de bêtises, tout de suite après la fécondation, on a la méiose. Donc, ça veut dire qu'en gros, on va avoir un individu qui sera purement haploïde et que la diplophase ne sera présentée que par un zygote. Et donc, pareil, un zygote, c'est une seule cellule. C'est donc pas encore un individu, une génération. Donc, chez la sordaria, on aura un cycle monogénétique haplophasique, hein, mais ce cycle n'est pas véritablement au programme. Donc, si vous avez des exercices dessus, on vous donnera ce cycle-là, comme j'ai pu vous le donner en fait sur le TP SV10, hein, où vous avez le cycle de la sordaria, où on avait des exercices sur la méiose, hein, sur les asques. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vais parler maintenant de la sexualisation. Alors, la sexualisation lors d'un cycle, c'est en fait l'apparition de traits sexuels. C'est-à-dire que quand j'ai un individu, je peux dire « Ah tiens, il est de tel sexe. Est-ce qu'il est unisexué, mâle, femelle? Est-ce qu'il est bisexué ?» On peut dire aussi hermaphrodite. Alors, vous faites attention à ces termes, parce que l'hermaphrodisme, c'est-à-dire avoir des individus qui sont à la fois mâles et femelles, ça va de pair avec ça s'oppose un peu à la dioécie et au gonochorisme. La dioécie, c'est chez les végétaux avoir des individus qui sont mâles et séparer des individus qui sont femelles. Chez les animaux, on parle de gonochorisme. Ces termes-là, hermaphrodisme, dioécie et gonochorisme, c'est des termes qui sont vraiment valables pour l'espèce. Hein, voilà, l'espèce, elle est hermaphrodite, elle est gonochorique, elle est dioïque, hein, c'est l'adjectif de dioécie. Pour des individus, quand je parle d'un individu, je peux dire effectivement qu'un individu est hermaphrodite. Par contre, je ne peux pas dire qu'un individu est gonochorique, en fait. Je vais dire qu'un individu, il est mâle ou il est femelle. Donc, pour les individus, moi, je préfère utiliser le terme de unisexué, il est mâle ou femelle, et de l'autre côté, bisexué, ça veut dire en gros qu'il est hermaphrodite, il est à la fois mâle et à la fois femelle. Alors, si je prends mon cycle, diapositive 133, le cycle du polypode, si je prends mon cycle, il commence au zygote. Et quand je regarde, en fait, j'ai un pied feuillet, je peux pas dire s'il est mâle ou femelle, j'ai un sporange, et non pas 2 types de sporanges comme l'angiosperme macro et micro. Donc là, je peux pas dire que c'est mâle ou femelle, c'est indéterminé. Par contre, après, j'ai des méiospores qui germent, j'obtiens un protal, et à la fin de la vie du protal se forment les organes qu'on appelle gamétanges mâles et gamétanges femelles. Donc, on voit bien que dans mon cycle, la première fois où je vois apparaître finalement les mots mâle et femelle, c'est lors de la formation des sacs à parois cellulaires qui vont contenir les gamètes mâles et les gamètes femelles, qui sont les archégones et les entéridies.
hein, ce qu'on appelle les gamétanges, mâles et femelles. Et ben, ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'il y a de la sexualisation, hein. Autrement dit, je peux sexuer, hein, je peux dire effectivement le protal, il est bisexué, hein, alors que mon pied-feuillet, il est non sexué. Bah, comme le début de mon cycle, c'est le zygote, ça veut dire que du coup, ma sexualisation, elle intervient finalement non pas lors de la diplophase, mais à la fin de l'aplophase, à la fin de la vie du protal. Donc, c'est une sexualisation qui est tardive. Donc, diapositive 104, eh ben, j'ai mis une petite flèche pour indiquer la sexualisation. On voit bien que c'est à la fin de mon cycle, finalement, quand je suis en train de former les gamètes, que je sexualise le cycle, enfin, qu'il y a une sexualisation. Donc, c'est bien une sexualisation qui est tardive puisque le zygote, c'est le début du cycle, les gamètes, c'est la fin du cycle. Pour le fraisier, je reviens, j'ai mon zygote principal qui va se développer et donner un embryon. Cet embryon, donc je suis à la diapositive 105, cet embryon va à un moment donné reprendre son développement embryonnaire après la germination de la graine et donner un pied feuillet. Et lors de ce pied feuillet, à un moment donné, il va fleurir et va apparaître des fleurs. Et je vais avoir des étamines et des carpelles. Et dans les étamines et les carpelles, j'ai des sporanges, mais là, cette fois-ci, j'ai utilisé le terme de microsporange et de macrosporange. Le microsporange, on pourrait dire que c'est le sporange mâle. Et le macrosporange, on peut dire que c'est le sporange femelle. Donc, ça veut dire que là, quand j'ai la fleur, j'ai du sexe, j'ai la sexualisation. Donc, ça veut dire que là, ma sexualisation, elle intervient lors de ma diplophase et non pas lors de l'aplophase. Elle est plus précoce que tout à l'heure. Et à partir de là, j'ai effectivement du sexe puisque mes deux gamétophytes, le grain de pollen et le sac embryonnaire, ce seront des gamétophytes mâles et femelles qui renfermeront dedans un gamète femelle et des gamètes mâles. Donc, mon pied feuillet est bisexué, hein, c'est le sporophyte puisqu'il produit les spores. Et mes individus haploïdes, qui sont les gamétophytes puisqu'ils produisent les gamètes, sont eux tous les deux unisexués, hein, sont soit mâles et soit femelles, alors que le sporophyte était bisexué. Donc, si je prends la diapositive 106, on voit que là, cette fois-ci, ma sexualisation, elle intervient lors de ma diplophase, hein, avant finalement la formation des méiospores. Donc, elle est plus précoce, hein, que tout à l'heure, puisqu'elle intervenait lors de l'aplophase. Je vous rappelle que le début, c'est le zygote. Chez mon animal, le cycle de vie de mon animal, en fait, ma sexualisation, elle intervient dès la fécondation. C'est-à-dire que mon zygote, tout à l'heure, je vous ai dit, si le zygote, il a 2 chromosomes X, il donnera à la fin une biche. Si le zygote, il a un chromosome X et un chromosome Y, il donnera un cerf. Donc, ça veut dire que dès le zygote, on a une sexualisation, hein, et donc ça veut dire que la sexualisation ici, elle est extrêmement précoce, hein. Donc, sur la diapositive 108, je l'ai mis au niveau du zygote, donc au niveau du début de mon cycle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette notion de sexualisation? Ouais, c'était juste, enfin, c'était pas sur la notion en soi, c'était juste pour les termes enfin quand on dit qu'un individu est gonocorique, etc. Qu'est-ce qu'on peut, enfin, comment on peut donner, enfin, quel terme on peut utiliser pour les animaux qui changent de sexe au cours de leur cycle de vie? Alors, le poisson Napoléon, par exemple. Alors, ils sont pas hermaphrodites dans l'espace, ils sont hermaphrodites dans le temps. Exemple, je crois le mulet fait ça, hein. Alors, je sais plus dans quel sens, mais c'est de l'hermaphrodisme temporel, si tu veux. En réalité, ces individus, ils sont quand même, alors si effectivement c'est de l'hermaphrodisme pour l'espèce, ça veut dire que si tu prends à l'échelle de l'individu, ce sont des individus qui sont unisexués. Ils sont mâles à un temps, et puis après ils vont devenir femelles, ou si c'est l'inverse, je ne sais plus dans quel sens c'est. D'accord? Mais en fait, l'ambiguïté, il est véritablement pas tellement sur hermaphrodisme, mais il est surtout sur gonocorisme. Tu peux pas dire que une biche ou nous, on est gonocorique. L'espèce, oui, mais l'individu, il est mâle ou femelle. D'accord? Donc, vous faites juste attention à ça, hein. Donc, hermaphrodite, il n'y a pas énormément de précautions à utiliser. Vous pouvez dire qu'un individu est hermaphrodite comme une espèce est hermaphrodite. Par contre, si les sexes sont séparés, les individus sont sexués, mâle, femelle, unisexués. Par contre, l'espèce, elle est gonocorique ou dioïque, selon qu'on est chez un animal ou chez un végétal. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Kéliane? Oui, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, je vais passer du coup à la notion en fait de multiplication et dissémination des individus. Hein. Alors, notamment chez mon polypode, eh ben, on voit que finalement, la phase, en fin de compte, de multiplication des individus, elle a principalement lieu au niveau en fait de la formation des méiospores. On est d'accord que un pied feuillet donne sûrement des millions, en fait, des milliers, peut-être j'exagère, de méiospores être répartis dans la nature et chaque méiospore va donner du coup un protale, peut donner potentiellement un protale. Donc ça veut dire que d'un individu, le pied feuillet, je peux obtenir une multitude de protales. Donc j'ai multiplié mes individus. Hein. Et ces méiospores, quand elles sont du coup réparties dans l'espace, hein, quand elles sont éjectées du sporange, eh ben, elles vont permettre de conquérir finalement aussi le milieu. Hein. Donc on dit qu'il y a dissémination des méiospores qui permettent du coup la conquête du milieu. Si je prends maintenant mes autres cellules reproductrices, hein, les méiospores sont des cellules reproductrices, les autres cellules, ce sont les gamètes. Ben là, si je prends mon protale, en fait, je vois que mes gamètes mâles, les entérozoïdes, finalement nagent vers une oosphère. Mais finalement, mon oosphère, elle est au niveau protale, c'est-à-dire que si je regarde, j'ai deux protales qui finalement se reproduisent et chaque protale va héberger finalement, va accueillir un jeune pied feuillet. Donc il n'y a pas véritablement là de multiplication, c'est-à-dire que un protale égale un pied feuillet. Hein. Donc il n'y a pas véritablement de multiplication et puis en plus, ce pied feuillet, il vient se développer au sein du protale, donc là où est le protale finalement, donc là où est déjà l'espèce, donc il n'y a pas véritablement de conquête du milieu. Donc la vraie conquête du milieu, liée à la dissémination et à la multiplication des individus, c'est lors de la formation des méiospores et de leur répartition, leur libération dans le milieu. Est-ce que c'est clair pour ces notions? Je prends le fraisier. Maintenant, si je prends le fraisier, si je suis en fait le cycle, et ben là, cette fois-ci, quand est-ce que je vais finalement multiplier les individus? Et ça va être justement là avec la formation des graines. Mon fraisier, il va avoir plusieurs graines et à un moment donné, ces graines, elles vont sécher, se détacher du coup du pied feuillet parental et vont se répartir dans la nature. Et du coup, elles vont représenter là aussi la dissémination en fin de compte des graines va représenter un élément de la conquête finalement du milieu. Donc là, cette dissémination, elle est vraiment associée plutôt à la dissémination des graines. Du coup, sur mon cycle en 113, la diapositive 113, j'ai mis du coup la dissémination juste après le zygote, puisque c'est après le zygote qu'on va former du coup l'embryon qui sera enfermé dans la graine. Pour mon animal, il n'y a pas véritablement à parler de dissémination. En fait, cette problématique, elle est liée véritablement à des êtres vivants qui ont un mode de vie fixé. Chez mon animal, comme la biche ou chez mon animal que j'ai pris, la biche ou le cerf, on est à mode de vie libre. Donc ça veut dire que la conquête du milieu, elle se fait tout simplement par le déplacement des organismes. Ils sont motiles, donc la biche et le cerf, ils peuvent se déplacer et donc du coup, ils peuvent conquérir en fait l'espace. Est-ce qu'il y a des questions sur cette notion de dissémination? Maintenant, je vais parler de la diversification de la descendance. On voit que dans ces trois cycles, il y a deux événements qui reviennent tout le temps, c'est la méiose et la fécondation. Et vous avez vu en fait en terminale que la méiose, elle donnait lieu à deux brassages génétiques, le brassage intra- et interchromosomique, et que la fécondation, elle permettait aussi une sorte de loterie de fusion des deux types de gamètes. Et autrement dit, elle permettait aussi un brassage des allèles. Donc, à chaque fois qu'il y a ces événements, méiose et fécondation, il y a des brassages génétiques qui vont créer en fin de compte de la diversification. Cette diversification, elle est fondamentale, on y reviendra dans la conclusion, puisqu'elle donne de l'adaptabilité en fin de compte à l'espèce. Elle crée des individus qui sont divers et dont certains seront plus ou moins adaptés
au milieu, mais si le milieu change, des individus qui étaient moins adaptés peuvent être plus adaptés, devenir plus adaptés et faire en sorte que l'espèce perdure, survive. Donc, j'ai mis sur les diapositives du coup de 115 à du coup 120, et j'ai localisé du coup mes endroits où je diversifiais, où je crée de la diversité grâce à des brassages génétiques au niveau des deux phénomènes, fécondation et méiose. Maintenant, alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vais parler maintenant du coût énergétique. En fait, faire de la reproduction sexuée, c'est faire un processus qui a un vrai coût énergétique, qui a un coût énergétique très élevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, les individus, ils font de nombreux gamètes. Et un gamète donne pas toujours un zygote. Même la plupart des gamètes ne donnent pas des zygotes. Donc, ça veut dire qu'on a la production de plein de cellules reproductrices, ces gamètes, pour rien. Donc ça représente un coût pour l'organisme. Les individus font des cellules qui finalement ne débouchent pas sur de la reproduction puisque les spermatozoïdes, et c'est la grande majorité des spermatozoïdes ou des entérozoïdes, meurent sans avoir participé à une fécondation. Et on a aussi une grande majorité des zoosphères et des ovocytes qui ne participent pas à la fécondation. Pour les individus qui ont des cycles dits génétiques et qui ont du coup des méiospores, comme par exemple chez le polypode et les spermes. Et là aussi, on a un deuxième type de cellules reproductrices qui sont les méiospores. Et toutes les méiospores ne donnent pas des gamétophytes, ne donnent pas des protales ou ne donnent pas des sacs embryonnaires et des zoosphères. Et des sacs embryonnaires et des grains de pollen, donc notamment ne donnent pas tous des protales. Donc ça veut dire que là aussi, on fabrique parfois des méiospores qui finalement ne déboucheront vers rien. Donc on investit de l'énergie pour rien. En termes de stratégie, il y a deux grands types de stratégies de reproduction sexuée. En fait, on a des espèces qui vont avoir un fort investissement parental. C'est par exemple le cas de la biche et du cerf. La biche, elle est vivipare, elle va porter, il va y avoir une gestation, elle va ensuite élever aussi le jeune faon. Et du coup, cet investissement vis-à-vis de cette descendance, elle est extrêmement coûteuse en énergie. Et c'est à mettre en lien avec le fait que la biche et le cerf, ils ont assez peu de descendants. Une biche, ça va pas donner des milliers de faons. Donc, autrement dit, on a une descendance qui est limitée, mais un fort investissement du coup parental, ce qui va permettre du coup d'optimiser de la survie de cette descendance qui est rare. L'autre stratégie, c'est au contraire, c'est en fin de compte de ne pas avoir ou d'avoir très très peu d'investissement parental. C'est-à-dire que le zygote, il est on le laisse se débrouiller. C'est l'exemple par exemple de la moule. Et à ce moment-là, c'est à mettre en lien sur le fait que justement, on a des millions, voire des dizaines, des centaines de millions de gamètes qui sont produits par individu. Donc, on a un on joue sur le nombre, on a un très très fort coût énergétique. Et du coup, on peut pas investir d'énergie pour en plus entre guillemets investir sur la descendance, sur la protection, sur la nutrition du coup des embryons ou des jeunes. Donc d'un côté, soit une descendance qui est rare et un très très fort coût énergétique associé à l'investissement parental sur cette descendance, soit soit une descendance qui est très très prolifique, donc ça a un coût énergétique, mais à ce moment-là, il n'y a pas du coup d'investissement parental. Est-ce qu'il y a des questions sur ces notions? Alors, j'en viens du coup à la reproduction asexuée. Je vais passer assez vite. Donc, vous avez différents modes de reproduction asexuée, donc sans sexe, ce qu'on appelle aussi la multiplication végétative. Alors, des modes qui sont liés. Alors,
dans les premières diapositives, c'est simplement, je vous montre les différents modalités possibles. Alors là, c'est, attention, une reproduction qui se fait qu'avec un seul parent, qui est monoparental, et qui va déboucher sur quasiment pas de diversité génétique. Donc, on obtiendra des individus qui seront génétiquement identiques. On appelle ça des clones. Alors, la première méthode, c'est le bouturage. Vous la connaissez, hein. C'est la diapositive 123, je veux dire. Donc, par exemple, ici, vous avez un cactus qui s'appelle Opuntia ou le figuier de Barbarie. Et ce figuier de Barbarie, il produit en fait des tiges aplaties qu'on appelle des clatodes. Et à un moment donné, ces clatodes deviennent assez lourds et se cassent, se détachent et rejoignent du coup le sol où elles s'enracinent et ça donne du coup une bouture. Hein, donc là, on voit bien qu'on a d'abord la fragmentation. Hein, donc on obtient du coup, on casse un morceau du coup du plan mère et dans un deuxième temps, eh ben, on forme les organes qui sont absents, hein, notamment les racines, hein, après la fragmentation. La deuxième, c'est le marcottage. Donc, le bouturage, c'est assez rare en fait dans la nature. Le marcottage, c'est beaucoup plus fréquent. Alors, c'est l'exemple de la ronce qui fait des tiges comme ça en arceaux. Et à chaque fois que l'arceau enfin tombe au sol, eh ben, on a la formation de nouvelles racines. Et à un moment donné, eh ben, les arceaux se coupent au milieu et du coup, on fragmente finalement après la formation des organes manquants, qui étaient les racines. Hein, donc, c'est la différence entre bouture finalement et marcotte. Hein, marcottage et bouturage, hein, où la formation des organes manquants se font avant ou après la fragmentation. Hein. Ça, ce sont des organes. Bon, là, on n'a pas d'organes spécialisés. Après, on a aussi de la reproduction asexuée par des organes spécialisés, comme par exemple les stolons, hein, qui sont finalement des tiges aériennes qui grandissent finalement horizontalement et qui vont s'enraciner et former de nouvelles feuilles et de nouvelles tiges un peu plus loin, et puis à un moment donné, le stolon se fragmente. Hein, donc, en gros, c'est comme le marcottage, mais c'est un marcottage un peu plus spécialisé, avec une tige spécialisée dans ce marcottage qui s'appelle le stolon. Le framboisier, eh ben, c'est la version stolon, mais avec cette fois-ci une racine, excusez-moi, qui est avec une racine, donc avec un organe souterrain, hein, et c'est exactement le même principe, donc j'y reviens pas. C'est l'exemple du framboisier. Le peuplier fait ça aussi très bien. Vous avez le rhizome. Donc là, le rhizome, eh ben, c'est une tige qui est souterraine et qui grandit en faisant des unités. Et les unités qui sont les plus vieilles pourrissent, hein, se nécrosent. Donc, à un moment donné, comme il y a une ramification, ben, si par exemple sur la diapositive 128, vous faites disparaître l'élément N-2 qui pourrit, et ben, vous obtenez en fin de compte deux individus à partir d'un. Et du coup, on a multiplié là encore de nouveau les individus. Le tubercule de pomme de terre est un exemple du coup de tubercule collinaire. D'ailleurs, on en a la preuve que c'est bien des tiges, hein, les pommes de terre, puisque si vous les laissez à la lumière, elles verdissent. Or, une racine n'est pas chlorophyllienne, alors que les tiges le sont. Hein, on voit d'ailleurs ce qu'on appelle les yeux de pomme de terre. En réalité, ce sont des mini-bourgeons. Hein, on verra ça en TP. Hein, on voit des traces d'écailles de feuilles, hein, et des bourgeons axillaires. Hein, donc, on a des traces pour dire effectivement, des arguments pour dire que c'est bien une tige. Et ben, si je prends le cycle de développement de la pomme de terre, quand au printemps, on met une pomme de terre en terre, et ben celle-ci en fait développe un nouveau plant, donc un pied avec une tige avec des feuilles. Elle va faire de la photosynthèse et dans la terre va pousser des tiges souterraines, hein, qui sont en réalité des stolons et qui vont des stolos souterrains et au bout desquels va apparaître des renflements. Hein, ce sont justement des pommes de terre, ce qu'on appelle des tubercules de pommes de terre. Le vieux tubercule est en train de pourrir, il va pourrir, le pied ensuite va sécher et les stolons vont disparaître et du coup, on avait un individu et à la fin, on finit avec une dizaine de pommes de terre qui sont toutes séparées les uns des autres, qui sont prêts à donner une dizaine de nouveaux pieds du coup l'année prochaine. Donc, des tubercules, il existe des tubercules collinaires, il existe aussi des tubercules racinaires. Hein, c'est l'exemple du dahlia, par exemple. La bulbille, c'est, vous connaissez tous, par exemple, quand on achète de l'ail, à l'intérieur, on voit que l'ail, en fin de compte, la gousse d'ail, c'est plein de petites unités qui sont les unes à côté des autres. Et ben, ce sont des bulbilles. Et ben, chacune de ces unités est en réalité un nouvel individu. Donc, quand finalement la tunique de la gousse d'ail va disparaître, les bulbilles vont être séparés les uns des autres et vont redonner du coup des individus
qui formeront eux-mêmes des bulbilles. Ces bulbilles, elles peuvent être effectivement au niveau ici d'une gousse d'ail, mais elles peuvent se former au niveau d'une feuille. C'est l'exemple en 132 de bryophyllum, où au bout de chacune des petites feuilles, au bout de chacune des feuilles, on a plein de petites unités. On voit bien que sur la diapositive, on voit que ce sont des plantes en miniature, des mini plantes qui représentent aussi des bulbilles. Elles vont tomber, ces bulbilles, et elles vont s'enraciner au sol. On a aussi des bulbilles qui peuvent apparaître au niveau des inflorescences, au niveau de l'ail, par exemple. C'est la diapositive 133. Juste pour finir, dans ce cas-là, dans le cas justement de la multiplication végétative, ce qu'on voit, c'est que là, en réalité, on fragmente les individus, mais il n'y a pas de méiose, il n'y a pas de fécondation. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de brassage finalement génétique. S'il n'y a pas de brassage génétique, du coup, il n'y a pas de diversité génétique. Donc, on n'obtient que des individus qui sont on n'obtient que des individus qui sont génétiquement identiques. On appelle ça du coup des clones. Je vous ai mis dans le cours que parfois il peut exister des mutations. On va appeler ça par contre des mutations somatiques puisque ça ne concerne pas des cellules reproductrices. Et elles peuvent être transmises quand même à la descendance et soumises à la sélection naturelle. Mais c'est un événement qui est plus rare. On a beaucoup moins de diversité génétique en reproduction asexuée qu'en reproduction sexuée. Cette mode de reproduction, la reproduction asexuée, par contre, elle est très efficace parce que c'est très rentable. Quand on fragmente par exemple, un rhizome et qu'on obtient 2 morceaux, on obtient forcément 2 individus. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout cet aspect de caractère aléatoire où il y a des gamètes conformes, où il y a des méiospores conformes et qui finalement poursuivent pas le cycle, ne servent à rien. Donc, il n'y a pas ce caractère aléatoire qui nécessite une grosse dépense énergétique pour finalement peu de fécondation ou peu de germination de spores qui auraient donné du coup des gamétophytes. Donc là, à chaque fois, ça marche, entre guillemets. Il n'y a aussi pas l'absence de vie ralentie. Donc, en gros, on n'est pas comme dans les graines ou les spores où à un moment donné, la spore et la graine, elles passent l'hiver sous forme de graines et de spores et le développement végétatif reprend quand on arrive la bonne saison. Là, cette fois-ci, on peut multiplier tout le temps. Autrement dit, il y a un gain de temps et ça explique le fait que la multiplication asexuée, ça produit beaucoup plus d'individus par pied parental et par unité de temps que la reproduction finalement sexuée. Par contre, on voit bien qu'à chaque fois, on fragmente et les 2 individus qui sont issus de la fragmentation, ils sont l'un à côté de l'autre. Donc, par rapport à la reproduction sexuée, il n'y a pas de grande conquête du milieu. Ça se fait de proche en proche, autour du parent, mais il n'y a pas une grosse dissémination. Il n'y a pas elle est extrêmement restreinte. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non? Alors, ensuite, je vais faire… Oui? J'ai pas entendu. Est-ce qu'une plante qui se reproduit de manière végétative et de manière sexuée? Alors, j'ai pas très bien compris. Alors, les plantes se reproduisent. J'ai pas très bien compris la question, mais j'ai cru comprendre que est-ce qu'il y a des plantes qui se reproduisent par reproduction sexuée et d'autres par reproduction asexuée? Non, les plantes font les deux. Ça dépend. Ça dépend du moment, de leur environnement, etc., etc. Donc, les plantes généralement font à la fois de la reproduction sexuée et de la reproduction asexuée. En fait, en gros, la reproduction asexuée, c'est bien pour l'individu. C'est-à-dire, en gros, du point de vue de l'individu, on investit peu d'énergie et on multiplie les individus. Donc, d'un point de vue de l'individu, c'est très intéressant de faire de la reproduction asexuée. Par contre, la reproduction sexuée, OK, pour l'individu, c'est un coût énergétique, mais par contre, ça crée de la diversité génétique. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant pour l'espèce. Donc, si la reproduction asexuée est intéressante pour l'individu parce que ça minimise le coût énergétique, pour l'espèce, c'est la reproduction sexuée qui est intéressante parce que ça crée beaucoup plus de diversité. Et donc, du coup, si les conditions du milieu changent, il y aura toujours des individus qui seront adaptés à ces conditions et du coup qui permettront à l'espèce de survivre. Alors, je ne sais pas qui posait la question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors bon bah voilà, on a du coup terminé hein, sur ce chapitre. Ce que je vais faire, c'est que là cet après-midi, je vais élaborer un programme de colle. On va mettre ce cours-là en programme de colle. Hein, je vais vous envoyer ce programme de colle. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir vous mettre par groupe de, on va dire, pour me minimiser la charge de boulot par groupe de 3. Hein, vous pourrez vous inscrire, ce sera facultatif et vous pourrez du coup me proposer un tableau de colle que je corrigerai. Hein. Donc vous faites un travail là cette fois-ci commun et du coup, moi j'aurai moins de corrections, j'aurai pas 40 tableaux de colle à corriger toutes les 2 semaines, mais beaucoup moins. Et donc du coup, je pourrais vous faire un retour. J'ai préparé déjà le cours pour lundi sur le métabolisme. Donc j'ai envoyé là le premier cours. Ça va être, je pense qu'il est relativement simple. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera du coup peut-être lundi matin, je vais voir un petit bilan sur les premiers envois là. Donc en gros, vous allez pouvoir me poser des questions le lundi sur la chaîne respiratoire et sur le début là du cours sur la photosynthèse qui est relativement simple. Hein. Si on commence à 9 h du coup le cours vocal, mais si on n'a pas besoin d'1 heure, et on finira beaucoup plus tôt. Hein. Je pense que ce sera souvent comme ça. Et j'ai déjà préparé le cours que je vous enverrai lundi. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà l'envoyer vendredi. Et bien évidemment, vous aurez tout le week-end plus le lundi pour du coup étudier ce cours. Vous allez voir qu'on va fonctionner en petits pas et que ce métabolisme, en fait, il va passer sans trop de grandes difficultés. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le mode de fonctionnement? Moi, j'avais une question par rapport oui, Julie. Comment on s'organise on va avoir des appels vocaux avec vous tous les jours, mais on les a pas tous les jours, pas du temps. En fait, ce que je privilégie, si tu veux, c'est que, en gros, si tu prends une semaine de cours de SVT, on a 5 heures de cours de SVT et on a 3 heures de TP. On fait pas les TP, hein, donc en gros, il nous reste 5 heures de cours. Ce que j'ai fait, c'est que je préfère les répartir en fait chaque jour pour qu'on fasse un petit bilan sur le cours et qu'on avance, que je vous donne par à coup des cours et qu'ensuite on fait les bilans. Bon voilà, je pense que c'est mieux qu'on avance chaque jour avec une petite quantité de cours que par grosse quantité par moment et que ce soit plus régulier et que du coup ces bilans-là, vous y assistez et que du coup on résolve ces problèmes. Hein. Moi, en SVT, j'ai une difficulté, c'est que je peux pas vous donner des exercices, je peux pas vous donner. Le seul moyen pour vous faire apprendre en fait vos cours et que vous gardiez un rythme de travail, c'est véritablement l'école. Or là, je suis bloqué. Moi, je peux pas faire de colle à distance. C'est trop compliqué pour moi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et du coup, on arrête ce cours-là. Hein, d'1 heure et je vous dis du coup à lundi matin.